Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens. Marine Tondelier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous me dites que vous détestez Paris. Et ouais, moi je suis bien dans des petits territoires où je croise des gens que je connais depuis 30 ans dans la rue, tout ça. Et d'un Beaumont, il n'y a pas la Tour Eiffel, il n'y a pas la place de la Concorde. C'est pas très grave. Il y a ma grand-mère et ça compte beaucoup plus. Bon, je suis un peu malheureux en tant que Parisien quand même. Les bistrots, les petites rues, plein de coins sympas, plein de gens sympas quand même, il y en a quelques-uns. Je vois des gens sympas, il n'y a pas de problème, mais je suis plus à l'aise à faire le tour de France que de rester ici. On voit plein d'autres choses. Donc vous préférez aller à Saint-Dizier, à Romorantin ou à Saint-Dié qu'à Bordeaux, Grenoble, J'ai Montpellier. passé tout le week-end dans Savoie, aller militer contre des retenues collinaires, contre la neige artificielle, aller rencontrer des gens qui font la transition dans les Bauges, dans le Chablais. C'était fantastique. Vous avez déjà skié ? Évidemment. Et vous continuez à skier ? Moi, je suis dans une toute petite station quand j'y vais. C'est Pralognan-la-Vanoise, pour celles et ceux qui connaissent. C'est dans le parc naturel de la Vanoise. Donc, c'est une station qui est tout près d'un parc naturel, donc qui ne peut pas se développer plus que ça. Il n'y a pas beaucoup de pistes. Et donc, on croise que des gens qui sont là plus pour la nature que pour les sensations. Et l'avantage, c'est qu'on peut y aller aussi en été. Et que c'est tout aussi beau l'été que l'hiver, ce qui est le cas de peu de stations de ski. Et ski de fond ou ski alpin, comme on dit ? Je fais tout, pas à très grand niveau, mais j'ai eu la chance de vivre 1 an en Suède quand j'étais étudiante. Et j'en ai gardé un amour du ski de fond aussi, dans les sapins, tout ça, pas dans des plateaux, tout damé. Évidemment, parce que oui, j'aime le ski, évidemment, en fait, c'est pas évident. J'aime la nature et donc voilà. C'est la Suède qui vous a fait découvrir le ski ? Non, j'ai eu la chance, quand j'étais petite, d'aller en faire avec mes parents qui y allaient avec leurs copains de fac. Et on continue d'y aller avec les enfants de ces copains de fac. Et voilà, on a gardé nos attaches dans cette ville de Pralognan-la-Vanoise, ce petit village. Alors, Marine Tondelier, je vous pose des questions un peu personnelles, parce qu'en fait, on ne vous connaît pas. Il n'est pas impossible que vous soyez un jour secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. On vous connaît quand même un peu parce que vous avez beaucoup bataillé, vous continuez à le faire, à Hénin-Beaumont, ville du nord de la France, qui est devenue célèbre parce que c'est une mairie Front National, enfin maintenant Rassemblement National, dont l'extrême droite qui est au pouvoir, qui dirige la municipalité, et que vous continuez à être conseillère municipale et dans des conditions souvent difficiles. Et qu'est-ce qui vous a amené à la politique ? Vous avez toujours vécu dans le Nord ? On n'est pas connus que pour ça. On était connus pour les mines d'abord, pour le plus grand Auchan du monde. Vous voyez, il y a plein de choses cool. Pour un maire qui a été mis en prison pour 18 chefs d'inculpation et radié de ses fonctions de maire par le Conseil des ministres, ce qui est rare dans la Ve République. Vous voyez, il y a plein d'autres sujets que le RN, pas toujours réjouissants, certes. Et vous avez toujours vécu dans le Nord ? Vous êtes né dans le Nord ou... Moi, je suis née là-bas, pour tout vous dire. J'ai 2 grands-parents qui sont de Beaumont-en-Artois, qui étaient agriculteurs à Beaumont-en-Artois, qui sont encore en vie. J'ai mes 4 grands-parents, j'ai beaucoup de chance. Et les 2 autres étaient pharmaciens à Hénin-Liétard. Et les 2 villes ont fusionné pour donner Hénin-Beaumont. Donc, je suis métisse des 2 côtés de la ville. Et comme beaucoup de villes fusionnées, chaque partie de la ville a gardé son âme, son histoire, sa sociologie. Et donc, c'est assez intéressant comme histoire, cette ville. Il y avait une ville plutôt bourgeoise et l'autre côté qui était plutôt ouvrier C'était le bassin minier, donc vous savez, c'est une bande très urbanisée mais très étroite. Et donc Hénin-Liétard, c'était des fers de lance de l'industrie minière, des charbonnages de France. Et Beaumont-en-Artois, c'était vraiment rural, alors que ça se touche. Et en quelques centaines de mètres, on passe du bassin minier à quelque chose de plutôt rural. Et quand les mines ont fermé, c'était Jacques Piette, le directeur de cabinet de Guy Mollet, qui avait été envoyé par les socialistes depuis Paris pour aller prendre un peu la relève. C'était la suite de l'époque. Et en fait, pour survivre à la mort de l'industrie minière, il fallait des terrains pour attirer des entreprises, etc. Et la fusion s'est faite pour ça. Mais avec mon arrière-grand-père était à l'époque contre cette fusion. C'était les pancartes, pas de fusion dans la confusion. Enfin, c'était tout un psychodrame du côté de Beaumont. Paysan ou pharmacien ? Paysan. Ouais. Ça, c'est mon grand-père qui est pharmacien. Mais parce que à l'époque, pour les Beaumontois, c'était se faire annexer, c'était être attaché à une grande ville, c'était perdre leur âme. C'était rejoindre un district et que ça changeait le ramassage des poubelles. Il y a eu des réunions publiques épiques, dont une où Jacques Piette, le maire, a dû venir en costume expliquer aux Beaumontois en colère ce qu'il avait fait. C'était un conseil municipal quand même à huis clos qui avait décidé. Des organisations de bus pour aller manifester devant la préfecture à 14h, où en arrivant à 14h, on leur dit que en fait, la manif était à 9h avec un grand sourire. Enfin, beaucoup de mépris. Et les gens ils criaient dans la salle « Va pisser à Paris ». C'était l'insulte suprême. Quelqu'un avait crié ça dans la salle au maire qui avait dit C'était l'époque, la fusion s'est faite. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, les Beaumontois ne regrettent pas d'être à Hénin-Beaumont avec tout ce qu'ils ont vécu ensuite. C'est-à-dire ? Moi, j'ai que 36 ans, donc je ne suis pas très, très vieille, de plus en plus quand même, mais
Quand je vais en voiture chez mes grands-parents à Beaumont, d'ailleurs on dit encore à Beaumont, vous voyez, mais on reconnaît plus rien. Enfin, c'était que des champs à perte de vue, et aujourd'hui c'est un énorme Ikea avec 30 cellules commerciales autour. C'est des entrepôts logistiques parce qu'on est au croisement de l'A21, la rocade minière, et de l'A1 qui va de Paris à Lille et à Bruxelles, et donc tous les entrepôts logistiques s'installent là, et c'est méconnaissable. Donc on se bat beaucoup contre ces entrepôts logistiques. On a bloqué après Parcologue 1 et 2, les 2 projets, on a bloqué Parcologue 3. Parcologue. Parcologue, c'est des projets d'entrepôts logistiques. Pour lesquels, voilà. Ah oui, c'est pas de l'anthropologie, parcologue. Parcologue, voilà. D'accord. C'est les noms des projets d'entrepôts, et donc on se bat beaucoup contre l'implantation de nouveaux entrepôts. Et évidemment, quand vous habitez sur ce genre de territoire, vous venez assez naturellement à l'écologie. Et comment en fait ? Parce que vous avez toujours vécu là-bas, si je comprends bien. C'est ça, et très jeune en fait, dès la classe de CP en réalité. J'ai à la fois pris connaissance de manière assez brutale et pris conscience surtout, c'est plus adapté, des inégalités sociales. Vous vous rendez compte, quand on fait ce fameux exercice de distribuer des bulletins de notes du premier au dernier, ce qui est toujours... je crois que ça se fait plus aujourd'hui et je comprends pourquoi. Et en fait, on se rend compte que le dernier... moi, je me rappelle, à 5-6 ans, m'être fait la réflexion, mais celui-là, non seulement il est dernier et c'est dur, c'est assez humiliant d'avoir le bulletin dernier comme ça, alors qu'on voyait bien qu'il avait sûrement d'autres soucis dans sa vie qui faisaient que, et puis se dire qu'il sera sûrement dernier toute sa vie, en fait. Dès la classe de CP, on voit ça, et puis sans être... Vous étiez première, troisième, dernière ? Plutôt bonne élève, parce que j'avais appris à lire à la maison, enfin j'avais de la chance, quoi. J'avais de la chance. Et j'en ai toujours eu très confiance. Plutôt bourgeois ? C'est ça. Moi, j'ai un territoire populaire, sans me prétendre venir de classe populaire, mais du coup, cette violence des inégalités, c'est ça qu'on vit à l'école. Et moi, ça a forgé une conscience de gauche, plus surtout les maladies, en fait. Enfin, c'est le territoire de France métropolitaine où on vit le moins longtemps, en fait, du pays. L'espérance de vie. D'ailleurs, l'écart entre la moyenne nationale d'espérance de vie et la nôtre de l'arrondissement de Lens, c'est le plus élevé de toute l'Europe. L'écart entre la moyenne chez nous et la moyenne nationale. Et donc, sans être épidémiologiste, vous vous rendez compte assez jeune que quelque chose ne tourne pas rond. Et puis, en grandissant, en faisant des études, vous apprenez premièrement, évidemment, que la précarité, ça tue. Et ça, on le voit bien chez nous. Quelles études ? J'ai fait Sciences Po à Lille, mais je me suis toujours spécialisée... j'ai fait des études littéraires d'abord, une prépa littéraire. Et puis, j'ai fait Sciences Po, mais j'ai toujours spécialisé mes mémoires, mes recherches, mes stages dans les problématiques sanitaires et sociales. Donc, c'est des sujets que j'ai beaucoup travaillé, notamment avec une spécialisation au fur et à mesure en santé environnementale. Parce que, je me rappelle de Macron en 2017 qui était venu pendant sa campagne présidentielle à Liévin, près de chez moi, dire que vraiment il y avait un gros problème d'alcoolisme et de tabagisme. Mais il avait oublié, premièrement, que la pauvreté, ça tue. Il avait oublié la silicose et l'amiante qu'on a beaucoup valorisé au nom de la... c'est les résultats de la valeur travail, en fait. Il y a un moment où on parlait que du travail, que de l'emploi que pouvaient créer les sites qu'on implantait. Et résultat, on a le nombre de sites Céveso le plus élevé au kilomètre carré de France, je pense, chez moi. Et puis, l'eau est polluée, évidemment, par les pesticides, comme dans tant d'autres endroits en France, mais aussi par les munitions des 2 guerres mondiales qui continuent à se désagréger dans le sol. Donc, il y a une pollution au perchlorate. Les sols sont pollués. Moi, j'habite à quelques kilomètres de Métal Europe, où là encore, ça fait 20 ans qu'on se bat pour qu'il y ait des études épidémiologiques. Et il y en a enfin eu une, elle est gratuite. Il n'y a que 10% de la population qui y a été. On détecte 7 cas de saturnisme chez des enfants. Aujourd'hui, 20 ans après la fermeture du site, parce que le plomb est encore dans le sol, que l'air est pollué, bien sûr, avec tous ces entrepôts logistiques, que, évidemment, du coup, quand on doit mettre la ligne de tension, on se dit qu'on va la faire passer là. C'est vraiment un territoire qui est la poubelle des Hauts-de-France. Dès qu'on veut mettre un truc dégueulasse, on se dit, tiens, eux, ils vont sûrement accepter ce qu'ailleurs, tout le monde combattra. Et ça, c'est une culture que j'essaye beaucoup de combattre à la région Hauts-de-France. Cette semaine, où je suis conseillère régionale, on a fait adopter à l'unanimité de la région, et j'en suis très fière, un vœu pour combattre l'installation d'un site ISDD. Vous savez, c'est ces grosses déchetteries où on met tous les déchets, ce qu'on appelle les déchets ultimes, les plus toxiques que personne ne veut. Il n'y a pas de site ISDD dans les Hauts-de-France, et ça, c'est sûrement un souci. Moi, je ne conteste pas qu'il en faille un, mais je conteste très fortement le fait que, évidemment, on le mette encore une fois dans le bassin minier en disant que comme c'est déjà dégueulasse, finalement, un de plus, un de moins. Voilà. Et je suis fière du fait, ça fait 2 fois que je propose des vœux à la région en quelques mois sur le bassin minier. Et en fait, quand vous l'expliquez comme ça, personne qui soit de gauche, de droite, y compris d'extrême droite, ne peut vous contester le fait qu'en fait, c'est pas normal. Et on arrive à faire des unanimités pour préserver ce territoire. Tout ça pour vous dire que les écolos, des fois, ça sert quand même à quelque chose. Et que s'il y en avait eu plus dans ce territoire depuis plus longtemps, on n'en serait peut-être pas là. Et pourquoi justement ce territoire aussi pollué, aussi abîmé, aussi reflué d'une certaine manière, n'est-il pas plus écologiste et au contraire a-t-il tourné vers l'extrême droite, qui s'occupe assez peu de ces sujets? Alors, il l'est en partie parce que à quelques kilomètres d'Hénin-Beaumont, il y a une ville qui s'appelle Los Angoel, que
Celles et ceux qui écoutent Reporter reconnaissent sûrement. Et moi, quand j'ai adhéré chez Europe Écologie Les Verts en 2009, moi, je venais à l'époque pour José Bové, parce que je rendais hommage à son action sur les McDonald's. J'avais vu qu'il faisait un meeting à Ligne pour les européennes. J'étais allée, et puis en sortant, j'avais lu tous les t-shirts des gens. C'était la grande mode des t-shirts à message chez les Verts, donc les OGM et Gaza, etc. Et je m'étais dit, j'arrive. Et à l'époque, il y avait Jean-François Caron dans mon groupe local, donc notre ville, elle allait très mal. Le maire de Los Angeles. Le maire de Los Angeles. Qui est une ville qui développe beaucoup, alors voilà, dire. Et Los Angeles, c'est une ville minière aussi. Alors plus petite, parce que Hénin-Beaumont, c'est 27 000 habitants, Los Angeles, ça doit être un peu plus de 10 000. Mais Jean-François Caron, qui est devenu maire dans l'héritage aussi de son père, qui n'était pas écologiste, mais donc qui arrive en poste, comme Damien Carême à Grande-Synthe. Ils ont peut-être un peu hérité de la ville, mais une fois qu'ils l'ont eu, ils étaient écolos, ils ont fait des choses formidables. Et donc, on avait un laboratoire de l'écologie et de la transition. Aujourd'hui, il y a plein de villes écolos, mais je peux vous dire qu'en 2009, chez les Verts, moi, quand on disait que j'étais du bassin minier, tout le monde me disait, on l'appelait JFK. c'est JF Caron. C'est pas Los Angeles, c'est Los Angeles, mais ça marche aussi. Et voilà, j'étais très contente, je l'ai retrouvé en Savoie, où il vit la moitié de l'année maintenant, et il quittera bientôt son mandat à Los Angeles, mais il a apporté beaucoup au territoire. Et aujourd'hui, tous les maires un peu sensés du coin essaye de se rapprocher de lui, de savoir comment il a fait, de prendre des conseils. Et il a fait beaucoup de bien à ce territoire. Et surtout, il nous a rendus fiers, puisqu'il fait partie des fous, des radicaux, c'est un mot à la mode, qui, il y a quelques années maintenant, s'est mis en tête de classer tout le patrimoine minier, les terris, les écoles, les cités minières, les corons, tout, les églises, au patrimoine de l'UNESCO. Et c'était un pari complètement fou. Tout le monde l'a regardé en disant vas-y, on te regarde. Et il l'a fait, on l'a fait. Et aujourd'hui, les pyramides noires sont classées comme les pyramides de Khéops au patrimoine UNESCO. Ça permet de rénover les cités minières en faisant aussi de la réhabilitation thermique. Et c'est quelque chose de très, très beau. Et donc, deuxième exemple, en quelques minutes, du fait que les écologistes, ça sert à quelque chose. En quelques minutes, on n'est pas pressé. Vous parlez très vite. Ah je peux parler moins vite si vous voulez. Parce qu'il y a une urgence climatique, vous voyez. Oui. Non, sans blague, vous parlez toujours très vite. Vous êtes. C'est fréquent, oui. C'est sûrement une question de tempérament. C'est quoi? C'est le stress? C'est changer les choses et donc il faut agir? C'est convaincre? C'est ça, c'est de l'engouement, on va dire, et de... Ouais, on n'a pas beaucoup de temps en réalité. Donc j'ai un tempérament, aller un peu vite. Mais je ralentis si vous voulez, je sais le faire. Ouais, pas de souci. Au contraire, oui, c'est bien, parce qu'on a envie de vous écouter aussi. En fait, vous êtes politique et vous travaillez en même temps. C'est-à-dire que vous ne vivez pas de la politique, mais vous avez un métier. Et on a peut-être tendance à l'oublier, c'est qu'on a l'impression que les politiciens, c'est pas un joli mot, mais vivent, et beaucoup sont professionnels, mais en fait, avant d'être élus, députés ou sénateurs, ou je ne sais quoi, ou maires, ils ont leur métier. Comment on fait? C'est dur, en fait, d'avoir un métier pour gagner sa vie, et puis s'engager dans la politique, qui est quand même un truc de fou, surtout si on veut accéder, comme vous le faites, à des postes et à des responsabilités réelles. La première chose, c'est que quand vous êtes élu d'opposition à Hénin-Beaumont, c'est un mandat bénévole. Donc, évidemment que quand vous avez 25 ans, c'est important de travailler, et y compris pour des raisons financières, c'est même obligatoire. Après, moi, j'ai la chance d'être élue aussi à l'Aglo, c'est 160 € par mois. Alors, c'est pas beaucoup, mais moi, je dis souvent que ça fait un tiers de RSA quand même. Et puis, maintenant, je suis conseillère régionale, mais à l'époque, je ne l'étais pas. Il se trouve que j'ai travaillé quelques années, mon premier... vrai travail à plein temps, après quelques stages un peu partout, comme le font tous les étudiants en fin d'études. C'était au Sénat, parce que j'ai fini mes études pile au moment où on a eu un groupe de sénateurs pour la première fois en 2011. Avec Marie-Christine Blandin, qui était du Nord. Alors, figurez-vous que non, moi je travaillais pour Aline Archambault, qui était sénatrice de Seine-Saint-Denis. Je fais que les territoires difficiles, c'est comme ça. Et surtout parce que c'était elle qui était fléchée pour travailler sur les questions sanitaires et sociales, et je vous ai dit tout à l'heure que c'était... un peu ma spécialité. Et donc, on est arrivé comme ça au Sénat et on a fait les premiers amendements sur l'huile de palme, sur l'aspartame, sur le diesel. Enfin, c'était assez intéressant parce qu'on a finalement écrit une doctrine sur des sujets sur lesquels on n'avait pas forcément eu de parlementaires. Il y avait quelques députés, quelques sénateurs, mais bon, pas autant qu'en 2011. Et puis, tout d'un coup, sur les PLFSS, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, le budget de la sécurité sociale, en réalité, on s'est mis à développer cette doctrine que il y avait, quand on parlait du trou de la sécurité sociale, en fait, c'était une crise sanitaire et pas une crise financière. Enfin, c'était très intéressant. Et puis après, j'ai travaillé 2 ans pour Cécile Duflot à l'Assemblée. Donc ça, c'était un changement aussi de rythme, de sujet. C'est pas trop dur? On s'entendait très, très bien. Elle est exigeante, Cécile Duflot? Moi aussi. J'ai travaillé qu'avec des personnes exigeantes parce que c'est très formateur. J'ai même été porte-parole de campagne d'Yannick Jadot, coordonnée par Delphine Bateau. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on apprend, en fait. Ça devait pas être facile? On a une très belle relation.
On s'entend bien, moi j'aime bien quand c'est cadré, et ça l'était. Et puis, quand Cécile Duflot, comme plein d'autres députés, n'a pas été réélue en 2017, j'ai cherché du travail et j'ai eu la chance d'être embauchée par une fédération d'assaut environnementale que je cite pas parce que j'ai toujours beaucoup séparé ma vie pro et ma vie politique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, travailler dans des emplois comme ça où ce sont des sujets qu'on choisit pas au hasard, mais quand on y est, on est là pour travailler avec tout le monde. Et en fait, ça change beaucoup de la politique. Premièrement, de travailler avec des ingénieurs, parce que du coup, il y a une exigence de crédibilité, une rigueur scientifique qu'évidemment, vous n'avez très peu dans le milieu politique. Moi, j'avais fait des débats au Sénat sur la santé. Enfin, c'était quand même... les gens lisaient l'argumentaire du lobby. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc là, il y a un vrai truc qui fait du bien. Et surtout, d'aller se forcer à travailler sur un sujet environnemental donné, parce que c'est votre travail avec l'ensemble des parties prenantes et pas juste ceux avec qui vous travaillez dans le milieu militant. C'est vraiment très formateur. Ça apprend à se mettre à la place des autres, à comprendre les freins au changement. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans. C'est un réseau avec plus de 600 salariés en France. Et puis du fédéralisme comme chez les Verts avec des directeurs par région. Et j'ai appris énormément de choses, et sur le fond et sur la forme. Et je trouve que c'est primordial en fait d'avoir des expériences comme ça, autres que collaborateurs politiques, avant d'occuper des fonctions politiques. On apprend beaucoup de choses et je pense qu'il y a du professionnalisme à apporter aussi dans les partis politiques et que c'est en travaillant ailleurs qu'on peut l'apporter. Comment vous étiez devenu écolo entre le CP où vous avez pris conscience de l'inégalité et la découverte de José Bové en 2009 ? J'ai été très pénible quand j'étais petite quand je triais mes papiers, qu'il fallait les mettre à la déchetterie pour qu'ils soient recyclés. Il y avait des trucs comme ça où quand vous êtes petit, et on le voit beaucoup chez les enfants aussi aujourd'hui, où on a des marottes comme ça sur les animaux, sur la planète, sur le recyclage. Un côté obsessionnel ? Pas obsessionnel, mais c'était une évidence, quoi. Pour moi, je comprenais pas, très petite, que ce soit pas évident pour tout le monde, en fait. Il y avait un truc comme ça. Et puis, en 2007, en fait, à ma première présidentielle, voilà, j'ai voté assez naturellement pour José Bové. C'était logique pour moi, quoi. C'était candidat anti-système, mais du bon côté de l'anti-système, on va dire. Et je pensais qu'il avait besoin de remuer un peu la fourmilière. Et ce qu'il avait fait sur le McDonald's, je trouvais ça courageux. Et après, il y a autre chose, c'est d'être écolo et puis de s'engager dans la politique, ce qui est une activité devenue assez presque excentrique. Qu'est-ce qui fait qu'on milite dans un parti ? Alors moi, quand j'étais à Sciences Po, c'était drôle parce que j'étais pas du tout pour faire de la politique. J'étais toujours sur mes trucs de santé sociale. Et surtout, j'aimais bien toutes les matières. Donc je m'étais dit, tiens, là-bas, on continue. Je voulais pas choisir un sujet. J'étais à Sciences Po Lille. À l'époque, la promo au-dessus, il y avait Gérald Darmanin. Dans celle au-dessus, il y avait aussi Claire Desmarques, qui est candidate au Congrès avec moi, qui est maintenant en Bretagne. Et il y avait plein, c'était pas le cas de Claire, mais il y en avait plein, c'était vraiment les mini-politiques. Vous savez, ils étaient déjà avec le costard, le truc, ils étaient dans les mouvements de jeunesse, dans les organisations syndicales, et moi, mais pas du tout, j'avais rien compris ces trucs-là. Moi, je venais d'Hénin Beaumont, j'avais l'accent à mort, j'étais nulle en culture générale et tout, parce que je débarquais vraiment Je voyais vraiment que j'avais un temps de retard du fait d'avoir grandi à Hénin Beaumont. Et c'était un truc hallucinant, quoi. Et en fait, je regardais ça de loin en disant, mais c'est quand même assez particulier, ce milieu. Et c'est vraiment, en fin d'études où il y a ces élections européennes, et puis il y a ce meeting à Lille où je dis, je vais aller voir ce que ça donne. Parce que l'histoire est très drôle, c'est que l'amphi de la fac notre amphithéâtre de Sciences Po Lille s'était effondré en fait pendant une AG de la loi LRU. On s'était tous rejoints pour faire l'AG pour rentrer en grève en fait. Et il y avait trop de monde dans cet amphi qui s'est fissuré, qui s'est effondré. Ah ouais ? Il y a eu des blessés ? Non, mais on a été évacués, puis on nous faisait d'évacuer, on disait ouais c'est ça, c'est un truc pour briser la grève. Non, c'est pas un exercice, donc on sort tous. Et finalement cet amphi est condamné, et donc on doit aller faire nos cours à la fac de droit qui est de l'autre côté de la rue. En fait, la fac de droit, il y a une sociologie très particulière quand même. Il y a quand même beaucoup de filles très, très BCBG. Chic, BCBG. Et je me rappelle de sortir de la bibliothèque un soir et de voir, il y avait un verre en kawaii, truc et tout, qui tractait. Et les filles, elles faisaient un détour genre de 150 mètres pour pas passer devant lui, pour pas toucher son tract. Et je savais pas du tout qui c'était et ce qui tractait, mais ça m'avait énervé, donc j'étais allée chercher son tract par principe pour lui dire on est là, tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est là que je vois José Bové, donc je me dis c'est le destin, on y va. Et donc c'est là que je découvre Eva Joly, tout le monde quoi. Cécile Duflot, il y avait Dominique Voynet, il y avait Marie-Christine Blandin évidemment, Hélène Flotre. Et c'est vraiment une révélation, je vous dis, en lisant les t-shirts des gens. Et je me suis engagée, du coup ça allait très mal politiquement dans ma ville, et il se passait des choses dans cette ville où vraiment ça vous donne envie de tout sauf de faire de la politique, parce qu'à l'époque c'était même dangereux. Il y en a un qui avait été un tête de liste de droite, il y a 20 000 € qui lui avaient été estorqués à coups de baffe. C'était ultra violent quoi. Les socialistes entre eux, le système Gérald Allongeville, mon ancien maire qui a été en prison, appelait ça Rose Mafia. C'était vraiment violent. Et donc moi, c'était plutôt, j'allais pas faire ça. J'étais plutôt Greenpeace, Ligue de protection des oiseaux, et tout allait bien. Et c'est vrai que j'ai pris ma carte vraiment par instinct en sortant en disant je vais les soutenir. D'ailleurs, j'avais rien compris à Europe Écologie
En fait, j'ai pris ma carte au vert. En 2009, il y avait, vous savez, c'était les verts, mais la campagne, c'était Europe Écologie, avec Cohn-Bendit, tout ça. Et moi, j'ai adhéré au vert. Et il se trouve que quelques semaines après, mon maire était démis de ses fonctions à peu près en même temps. Et du coup, les verts ont sonné chez moi le soir des européennes. Ça a sonné chez moi. Ma mère m'a dit il y a des gens très très bien habillés qui viennent de sonner. Je sais pas qui c'est. C'était les verts d'Alain Beaumont qui sortaient de la soirée électorale et qui me disaient il y a une municipale partielle bientôt. On est 4 avec toi, on est 5 et il faut qu'on soit 35. Est-ce que t'es de la partie? Et moi, je passais à l'époque le concours de directrice d'hôpital. Donc je leur ai dit c'est le même week-end en fait. Donc on va voir comment je peux faire. Puis en fait, quand vous rentrez dans des combats comme ça. Par une élection, votre ville peut tomber RN, vous tombez complètement dans la marmite, quoi. Puis on n'en sort plus. C'est ça. 3 livres qui vous ont marqué? J'étais pas prête, faut me préparer ces questions-là. Alors moi, je lis beaucoup, et donc là, il y a plein de réponses possibles. Qu'est-ce que je peux vous dire? Effectivement. J'ai beaucoup lu Kundera au moment de mon adhésion au Vert, qui me parlait énormément. J'essaye de pas trop lire des trucs écolo, collapso, parce que je suis assez en éco-anxiété comme ça. Et tout comme je regarde pas tous les documentaires qui passent sur le RN le soir, sinon on n'en sort pas, quoi. Mais j'ai lu cet été à la fois Pierre Charbonnier, Bruno Latour et Baptiste Morisot, dont j'ai trouvé les livres très... ces livres sur le loup, sur ces poursuites animales, en fait, j'ai trouvé que c'était beau. Et en fait, à la fin, c'est quand même pour ça qu'on se bat. Il y a tous les sujets d'actualité qui nous prennent, mais en fait, se reposer sur le pistage d'une meute de loups, ça replonge aussi à l'essentiel. Et puis, le premier livre que j'ai lu quand je suis rentrée dans l'étude littéraire, c'était Flaubert. J'ai une passion pour ça. Vous savez, lui, il écrivait lentement, moi je parle vite, mais à la fin, on se retrouvait. Donc, voilà. Mais, j'aurais peut-être pas choisi ces 3-là si j'avais réfléchi, mais c'est ce qui me vient. Reporter, le quotidien de l'écologie. Marine Tondelier, on va dire qu'Europe Écologie Les Verts n'est pas au mieux de sa forme. À vrai dire, aucun parti en France n'est vraiment au mieux de sa forme. Où est-ce que vous diriez qu'il est le plus fort et où est-ce qu'il est le plus faible? Question difficile. Où est-ce qu'il est le plus fort? Je dirais dans la résilience. Parce que je dois vous dire que moi, ça m'a donné énormément de force de militer aux côtés de personnes qui, depuis 40 ans, expliquaient des trucs qui nous paraissent évidents aujourd'hui. Mais il y a 40 ans, de dire que le diesel, c'est dangereux pour la santé, par exemple, c'était vous exposer à des moqueries. J'ai toujours tiré beaucoup d'énergie en me disant « T'es arrivé cocotte en 2009 et en fait, t'es arrivé quand c'était facile. » En fait, c'est pas si simple que ça, mais par rapport à ceux qui se sont engagés dans les années 70, dans les premières manifs anti-nucléaires, dans les premières campagnes présidentielles écolo, c'était quand même un autre registre parce qu'ils passaient pour complètement déconnectés. Donc ça, je pense que cette résilience, le fait que des personnes de manière constante pendant 40 ans aient tenu cette ligne, même quand c'était dur, même quand ils étaient moqués, même quand... je pense que ça a été assez violent, en fait. Et quand vous militez aux côtés de ces personnes, moi, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, la figure tutélaire, c'est Dominique Planck, qui était l'un des cofondateurs des Verts, qui... je me rappelle quand j'étais au lycée, c'était son frère, qui était plutôt de droite mais qui était mon prof d'économie. Et du coup, je disais, mais Planck, c'est lui, les OGM et tout. Et il avait fauché les OGM et on buvait la bière des faucheurs pour financer son procès. C'est des personnes qui, y compris, s'exposaient à des risques juridiques pour leurs convictions. Et heureusement qu'ils l'ont fait. Donc la résilience, je pense que c'est un point fort. Le point faible, je dirais que c'est nos scores électoraux récents et que moi, j'étais là quand c'était très dur. Je suis une écologiste parmi les écologistes. Donc, je suis là depuis 2009. J'étais là quand c'était très, très dur. Ça veut dire quoi, une écologiste parmi les écologistes? Ça veut dire que je suis une enfant de ce mouvement, vraiment. Et que du coup, je peux parfois avoir des propos durs ou avoir envie de changer des choses. Mais que si ça vient de moi, c'est que c'est forcément bienveillant. Parce que c'est vraiment ce parti qui m'a forgé. Je peux vous dire que quand vous êtes élu d'opposition au Rassemblement national et très jeune, la solidarité de ce mouvement, non seulement je l'ai senti est très fort, mais aussi elle m'a sauvée. Parce que sinon, je serais plus là, je militerais plus. J'aurais craqué comme beaucoup d'autres. Il y a une vraie solidarité. Mais donc, je suis arrivée de nulle part. Je n'étais pas forcément prédestinée à ça, mais j'ai été formée par des gens qui m'appelaient le soir pour me demander comment ça allait, qui me disaient « T'hésites pas, si tu as des interviews, tu sais pas, tu m'appelles parce que j'ai eu 5 mandats d'opposition avant toi. » Qui m'aidaient, y compris des avocats qui disaient « C'est un problème juridique, tu m'appelles. » Et je les ai appelés souvent. Et donc, voilà, je suis une enfant de ce parti, avec ses bons et ses mauvais côtés. Je suis à la direction depuis suffisamment longtemps pour avoir observé ce qui marchait pas, y compris dans la manière d'animer le travail entre nous. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas ? Mais sans en vouloir à personne en particulier. Enfin, moi, j'ai vécu la sortie du gouvernement de Cécile Duflot et l'entrée d'Emmanuel Causse. On a vécu des moments quand même terribles. Et on s'en est, à ce stade, toujours remis. Mais aujourd'hui, s'en remettre ne va pas suffire. Il va falloir
réussir, en fait. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas ? Moi, je pense qu'on manque d'une vraie discipline collective. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de débattre, évidemment, on est chez les Verts. Mais en fait, ce n'est pas possible. Moi, quand j'entends un écologiste ou une écologiste critiquer un ou une écologiste dans la presse, ça m'abîme, en fait. Ça m'affecte beaucoup. Parce que quand vous dites du mal d'un ou d'une écologiste dans la presse, vous dites du mal de l'écologie. Et en fait, vous avez le droit de penser du mal d'un ou d'une écologiste, de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de lui dire, vous avez le droit d'en parler en réunion interne, on le fait de temps en temps. Mais d'aller mettre ces débats sur la place publique, je trouve ça très dommageable, très contre-productif. Et pour le coup, ça doit s'arrêter. On ne citera pas de nom. Ben non, parce que je ne rentre pas dans les polémiques, comme je vous ai dit. Et même si vous me posez la question 50 fois, je ne répondrai pas. Non, mais je ne pose pas la question, j'enregistre et qu'on ne citera pas de nom. Vous voyez, j'ai lu cet été le livre « Le syndrome de l'autruche ». Donc c'est des neuroscientifiques, des psychologues sociaux qui expliquent à quel point le cerveau humain est très peu préparé en fait, à concevoir l'effondrement, le risque climatique, etc. Et à quel point, en fait, chacun, la société, ceux qui font la fabrique du doute, ceux qui sont dans le déni, ceux qui sont dans l'inaction, tout le monde met finalement en place des stratégies de diversion pour pas voir. Et ça, on le sait, on doit le combattre. Si nous-mêmes, en tant qu'écolos, on met en place des diversions au sujet sur lesquels on devrait se concentrer essentiellement, alors on fait partie du problème. Et toutes les polémiques qui font diversion des combats qu'on doit mener frontalement, les choses sont simples, les enfants qui naissent en 2022, on ne sait pas leur garantir l'habitabilité de la planète dans 30 ans. Ça doit nous obséder. Toutes les fois où on fait diversion sur d'autres choses, moi, par ailleurs, je ne suis pas que sur les sujets environnementaux, je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis sur les sujets sociaux, etc., j'ai pas de problème. Mais des polémiques entre écolos sur des sujets qui ne le sont pas vraiment, en fait, à un moment, ça me rend assez dingue. Alors, il peut y avoir aussi des choix de radicalité. Par exemple, c'est une position qu'a Sandrine Rousseau, qui l'a dit à ce micro récemment. Et c'est pas pour faire des histoires de politique. Mais non, puisque je parlais pas d'elle. Voilà, mais moi, je vous pose la question, parce que c'était un des éléments marquants de son interview. Elle disait, moi, j'assume une radicalité. J'assume une radicalité de bousculer un peu le jeu. Enfin, elle le disait avec d'autres mots. Oui, bousculade, il ne faut plus utiliser ce mot, il est tabou chez les Verts. Ah oui, en plus, il y avait, oui. Je ne sais pas si elle avait dit ça, mais enfin, voilà, elle assumait cette radicalité. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi qui est en jeu dans ce que vous évoquez ? Mais merci de me poser la question, parce que ça va me permettre d'être très très clair. Évidemment qu'on est radicaux. L'écologie, elle est radicale. Notre projet est radical. La manière dont on le porte est radicale. Je vous parlais de Jean-François Caron qui place le patrimoine minier au patrimoine UNESCO, de Noël Mamère qui célèbre le premier mariage homosexuel, de René Dubon et de son verre d'eau, de José Bové et de son McDo. Notre histoire est radicale. Et la radicalité, c'est quelque chose, chez les Verts, qu'on a en commun. C'est pas un facteur, un curseur différenciant entre militants et écolos. Donc moi, j'ai pas de leçon de radicalité ni à donner ni à recevoir. Par contre, je veux qu'on soit aussi des radicaux du collectif, de l'éthique, de l'exemplarité. Et là-dessus, on peut progresser. Est-ce que Europe Écologie Les Verts a un programme, en fait ? À votre avis ? Je vous pose la question. On en a un. Moi, j'ai un avis, mais... On en a même plusieurs, puisqu'on repart quasiment de zéro à chaque élection, ce qui est d'ailleurs quelque chose qui commence à faire réfléchir en disant peut-être qu'on peut juste actualiser à chaque fois plutôt que recommencer à zéro. Donc, à chaque élection, on sort un programme qui est quand même... Évidemment qu'on le remanie à chaque fois, qu'il y a des sujets émergents, mais qui est quand même assez constant dans notre histoire. C'est quelque chose qu'il faut nous reconnaître. Vous savez, moi, quand je vois des partis dont la doctrine est fluctuante, je me dis toujours où ils seront dans 10 ans. On ne sait pas. Nous, en fait, on sait. Et donc, si votre question, c'est est-ce qu'il faut faire un peu notre réarmement doctrinal, c'est un mot que j'emploie beaucoup, je pense que c'est le seul moment où on peut utiliser le mot réarmement chez les Verts. Donc, est-ce qu'il faut opérer notre réarmement doctrinal ? La réponse est oui, évidemment. Mais dire qu'on n'a pas de projet, si c'est ça que vous sous-entendiez... Non, moi je sous-entends rien, je pose des questions et si j'ai quelque chose à dire, je vous le dirai franchement. Évidemment qu'on a un projet. Voilà, c'est réarmement doctrinal. Vous dites on en a besoin, ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce que vous en avez besoin et qu'est-ce que vous entendez par ce terme de réarmement doctrinal ? Je pense qu'on a besoin de renouer avec beaucoup de territoires en France et que, en fait, toutes les années où on était occupé à pas savoir comment on allait s'en sortir, quand je vous disais, je suis une écologiste parmi les écologistes, j'étais là dans les moments d'adversité, dans les vagues vertes. Moi, en 2017, je vous rappelle quand même qu'on n'était plus que 4000 adhérents, entre 4000 et 5000, qu'on n'avait plus aucun député, qu'on n'avait pas eu de candidat présidentiel, qu'on avait des problèmes financiers très graves à devoir faire un plan de licenciement, revendre notre siège, et que peu de gens pensaient qu'on survivrait à ce mandat. Toute l'énergie qu'on a mis à survivre, et on a réussi, on a survécu, avec de très belles victoires aux européennes, aux municipales, etc., qui nous ont émus aux larmes, parce que vraiment... on a été quelques-uns à y mettre beaucoup d'énergie. Et en fait, quand vous êtes occupé à survivre, vous n'êtes pas occupé à construire la suite. C'est d'ailleurs le nom de la motion qu'on défend au Congrès, la suite, parce que voilà, on a été tellement la tête dans le guidon
qu'il y a un travail énorme qui a été fait pour en arriver là, à doubler notre nombre d'élus, etc. Mais que du coup, on a beaucoup paré au plus pressé et qu'on n'a pas eu le temps forcément, non pas de travailler le programme, parce que faites confiance à nos commissions thématiques chez ELV pour le faire en permanence, mais à cultiver le lien qu'on pouvait avoir avec les intellectuels, avec toute la société civile écolo. Et c'était pas de la fainéantise, c'était pas de la paresse, c'était du manque de temps. Et notamment quand vous n'avez plus de parlementaires, voilà, c'est des parlementaires, c'est des équipes parlementaires, c'est du travail sur chaque projet de loi en commun. Et c'est sûr que quand vous n'en avez plus, vous perdez en fait tout un rapport à la société civile qui part elle-même au plus pressé, parce que on est quand même une grande famille chez les écolos, on a ça en commun d'avoir beaucoup à faire avec peu de moyens financiers par rapport à d'autres. Et donc, évidemment, la société civile écolo, elle est aussi occupée à vouloir passer ses amendements avec ceux qui ont des parlementaires. On a tous été dans ce tunnel et la tête dans le guidon. Et je pense que c'est très important de retravailler ça ensemble. Mais réarmement doctrinal, ça veut dire la doctrine. Voilà, par exemple, vous avez lu Morisot et Latour cet été, vous le citiez, peut-être que vous les avez découverts, mais c'est à ça que vous pensez, à avoir plus de travail avec des intellectuels. Est-ce que les écolos lisent assez? Est-ce qu'ils discutent assez Parce qu'en revanche, il y a une vie intellectuelle dans l'écologie qui est forte, dont par exemple les rencontres de Cluny que Reporter a organisées avec... vous y êtes... Bah oui, c'est vrai. Ça m'a fait du bien. Et je peux vous dire qu'entre une semaine de boulot et des tableaux Excel de congrès, ça a posé les choses. C'est vrai que vous y étiez, absolument. Et donc voilà, c'était un très bon moment pour celles et ceux qui ont pu y être. Est-ce que c'est à ça que vous pensez La doctrine, c'est quand même important. C'est très important, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, un militant écolo moyen, et quand je dis moyen, c'est pas du mépris, j'en suis une aussi. En fait, vous avez votre boulot, votre mandat d'élu. Souvent, vous êtes élu. Moi, par exemple, je suis élue d'opposition à la ville et je suis la seule élue écolo de l'Agglo, donc c'est un peu de travail. Vous êtes en fait investi, donc en fait, vous êtes dans votre AMAP, à l'association des parents d'élèves. Vous êtes dans votre boulot. En général, vous êtes syndicaliste en plus. Et puis vous épluchez vos légumes vous-même parce que vous voulez manger bio et sans phyto et tout ça. Et vous en fait, pour travailler 20 heures par semaine. Et le week-end, on va... oui, parce qu'il faut le temps de faire les manifs. Et donc le week-end, vous allez faire le tour de France, la Savoie, les trucs. Et quand vous devez rentrer chez vous, au bout de 10 jours de vacances qui ont servi à avoir tous les groupes locaux du sud de la France, on vous dit il y a une manifestation à Sainte-Soline, il faut y aller. Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous y allez parce qu'elle est interdite et donc c'est d'autant plus important d'y être. Et ça s'arrête jamais. Donc c'est sûr qu'il y a un effort à faire des fois de mettre sur pause, pas trop longtemps, mais le temps d'un week-end, de se plonger là-dessus, d'apprendre. Et vous voyez, par exemple, les formations. La formation, c'est quelque chose d'essentiel. Et chez les Verts, on avait plus que 4 salariés. Donc, on avait au niveau national. Donc, on avait une personne en charge des formations au bureau exécutif, Jérémy Crépel, qui avait plein d'idées. Mais quand vous avez même plus les salariés, parce qu'on n'avait plus d'argent du tout. Et c'est pour ça qu'il faut refonder ce parti. C'est que... en fait, donc du coup, on finit par dire on va faire une formation. En plus, il y a plein de gens. Les Verts, c'est parti de la débrouille. Donc, il y a plein de copains qui, sur le territoire, vont organiser un super truc dans leur groupe local et tout. Mais on n'avait même plus le temps, l'énergie, les moyens pour mettre en commun tout ça et se dire on va pas juste former nos cadres, pas juste former nos militants, mais proposer, comme vous le faites chez Reporter, comme d'autres le font, des vrais contenus écolos accessibles à tous. Et on va faire de l'éducation populaire. Et en fait, la matière est là. Les gens sont là, les connaissances sont là, tout est là. Mais on est tous pris, chacun dans nos urgences. Et c'est vrai aussi de la société civile écolo, sans avoir le temps de faire du lien. Et on est exactement dans ce que disait Bruno Latour sur le fait que la classe écologiste, elle existe, qu'elle est sûrement beaucoup plus majoritaire dans le pays que ce qu'on peut penser, mais qu'en réalité, elle n'est pas consciente d'elle-même et qu'elle n'est pas fédérée, qu'elle n'est pas organisée. Sans doute que si on peut avoir une utilité sociale chez Europe Écologie Les Verts dans les années qui viennent, c'est de fédérer cette classe écologiste, c'est de créer un grand mouvement de l'écologie politique qui soit pas juste un parti où on débat de nos statuts et de nos désignations aux élections. C'est pas que ça chez les Verts, mais ça nous prend quand même beaucoup de temps. Et il y a plein de gens qui viendront jamais faire ça, ça les intéresse pas. Et moi, je croise toutes les semaines des gens qui disent quand vous créerez vos grands trucs que j'ai vus dans la presse, votre grand nouveau parti écolo, moi je serai là. Je vais être sympathisant, je sais pas comment ça marchera. Et vous voyez, c'est ça qu'il faut qu'on crée. Un mouvement de l'écologie politique où les gens viennent au degré d'engagement qu'ils veulent. Moi, je pense qu'on doit être 1 million en 5 ans. Ça paraît beaucoup. D'adhérents ? De sympathisants. En fait, comment on compte un sympathisant ? Vous avez combien estimez-vous ? Je pense qu'on doit avoir un réseau de contacts. Aujourd'hui ? De combien de sympathisants ? Aujourd'hui ? Oui, à peu près. Alors aujourd'hui, on a un super système qui s'appelle la coopérative. Alors, en fait, il y a les adhérents et c'était Daniel Cohn-Bendit qui avait créé ça à l'époque. C'était la coopérative et donc il faut adhérer à la coopérative. Donc c'est sympathisant, mais il faut quand même adhérer. Et puis en fait, on comprend pas trop ce que c'est de l'extérieur. Puis c'était plus ou moins là pour faire un contrepoids mouvement. Enfin, tout ça n'a servi à pas grand-chose. Et c'est dur parce qu'il y a des gens qui sont dedans parce que, par exemple, ils veulent l'aider, mais ils peuvent pas adhérer au parti politique pour des raisons pro ou je sais pas quoi. Et du coup, ils se retrouvent là, ils sont 150 aujourd'hui en France et c'est pas à la hauteur de nos ambitions.
Donc, y compris pour ce que ces 150 personnes portent et venaient chercher, il faut qu'on casse les murs, en fait. Et moi, je pense qu'on peut avoir 1 million de personnes en 5 ans qui reçoivent nos informations pour participer à des formations écolo, qui sont mis en commun. En Savoie, ce week-end, je rencontrais des jeunes qui créent des habitats partagés, qui défrichent juridiquement, enfin, ils repartent de zéro à chaque fois, quoi. Ils disent, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens en France qui font comme nous, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment les contacter. Et maintenant qu'on l'a fait tout seul, comment leur transmettre des gens qui veulent savoir sur quelle lutte locale ils peuvent aller aider ce week-end. Tiens, je vais en vacances par là, c'est quoi le projet écolo que je peux aller soit aider, soit combattre, c'est un projet anti-écolo. Enfin, vous voyez, il faut qu'on ait cet endroit, pas juste Europe Écologie Les Verts, mais avec les assos, avec l'écologie qui se défend, en fait, et on est nombreux à œuvrer là-dedans, du niveau local au niveau national. Il faut qu'on ait un endroit, une sorte de repère, d'endroit où on se parle, où on s'organise. Et après, les gens font ce qu'ils veulent. Ils adhèrent pas, ils tractent pas. C'est pas grave. Mais qu'on ait un endroit où on puisse fédérer le peuple de l'écologie, parce qu'on a beaucoup à faire, que la conscience écologique, elle est, je pense, là, chez la plupart des Français, aujourd'hui, pour pas avoir en tête quelque part, même si on essaye de le faire taire dans sa tête, qu'il y a un problème. Enfin, je pense que tout le monde sait qu'il y a un problème. Et les gens qui ont envie de faire, qui ont pas trop le temps, pas trop l'argent, pas trop les connaissances, pas trop tout ça, mais qui disent, moi, j'ai envie de me sentir quand même dans l'écologie, de voir ce que je peux faire, il y en a plein. Et ils n'ont pas la porte d'entrée aujourd'hui, ils doivent choisir entre plein d'assauts, un parti, un truc. C'est compliqué. Et il faut qu'on change de nom, à mon avis, qu'on s'appelle les écologistes, comme ça, c'est simple. C'est accessible à tout le monde. Il y a plein de territoires où Europe Écologie Les Verts, c'est même pas vraiment français en plus comme nom. Il y avait Europe Écologie, il y avait Les Verts, donc on s'est dit, tiens, on va mettre les deux ensemble, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et en fait, même ça, c'est pas accessible, comme le nom n'est pas accessible déjà. La marque est déposée, les écologistes ? Oui. Par qui ? Par les écologistes. C'est qui les écologistes ? Je pense que ça a été déposé au moment de la primaire. Écolo. C'était le nom de notre site de la primaire. D'accord, donc vous et les amis, voilà, qui partagent les mêmes idées. Voilà. D'accord. Ça pourrait être le nom du nouveau parti écologiste. Exactement, c'est l'idée que moi j'ai. Après, on est dans un parti démocratique, donc si quelqu'un a une meilleure idée, je suis ouverte. En tout cas, il faut que ce soit simple et accessible. Est-ce qu'il n'y a pas, chez les écologistes aussi, ou pour l'instant Europe Écologie Les Verts, une espèce de suspicion d'extérieur qui disent oui, mais ils sont pas capables de tenir leur ligne. Alors, François de Rugy était un écolo, il est devenu ministre de Monsieur Macron. Cohn-Bendit, que vous avez cité plusieurs fois, est devenu un soutien de Monsieur Macron, beaucoup. Voilà, on pourrait citer pas mal d'autres exemples comme ça. Qu'est-ce qui pourrait garantir des personnes qui pensent vraiment que le gouvernement de Monsieur Macron et ce qu'il représente, surtout, ne peut pas être en accord avec l'écologie, que Europe Écologie Les Verts ou les écologistes maintiendront cette ligne, à moins qu'on puisse imaginer qu'ils aillent dans ce type de gouvernement. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des gens qui ont mal vieilli. Je suis d'accord avec vous. Et je me sens pas concernée. Vous savez, celles et ceux qui sont là depuis 2009 et qui sont encore là, c'est qu'ils sont vraiment là. Parce que des occasions de partir, il y en a eu plusieurs. Et donc, ceux qui étaient dans les 4000, qui étaient là en 2017, je peux vous dire qu'il n'y a pas tellement de doute sur leur fidélité et leur loyauté au parti. Et c'est pareil, j'entendais parfois dans le congrès des gens qui disaient « Ah, Marine, elle est quand même là depuis longtemps, la direction, peut-être qu'il faut du renouveau. » Et je leur ai dit « Bah oui, il y a peut-être des secrétaires nationaux, on aurait dû les tester avant, plus longtemps, pour être sûr. » Et moi, j'ai été testée et approuvée, il n'y a pas de vice caché, il n'y aura pas de surprise, de mauvaise surprise avec moi. Sur la compatibilité avec Macron, en fait, il faut être clair. On est dans un moment qui est terrible. Que ce soit les condamnations, qualité de l'air, inaction climatique, on est dans un moment qui est tragique. Même là, les résultats de la COP27, c'est à pleurer, en fait. On se dit que c'est le moment où on devrait avoir un sursaut d'instinct de survie. On est vraiment dans un moment de l'histoire où on a 2-3 ans, de moins en moins de temps pour choisir entre la vie et la mort. Et collectivement, on est en train de choisir la mort. C'est tragique ce qui se passe. Et dans ces moments-là, je pense qu'il faut juste savoir choisir son camp. Il y a le camp de ceux qui se battront jusqu'au bout pour l'écologie, à leur échelle, en faisant ce qu'ils peuvent, parfois maladroitement, parfois pas assez bien, pas assez vite, on peut toujours faire mieux, avec l'éco-anxiété aussi qui nous ralentit. Et puis on a en face des gens que je mettrais dans le même camp, ceux qui font la fabrique du doute, qui font tout pour qu'on n'avance pas, les Total, qui dans les années 70 savaient ce qui se passait. Macron, c'est le camp de la mort ? Je suis en train de vous expliquer ça, c'est qu'il y a ceux qui vraiment, officiellement, ont fait barrage au fait qu'on prenne conscience, qu'on sache qu'ils ont organisé des campagnes de diffamation, de dénigrement, de harcèlement contre des scientifiques, les premiers qui le disaient, Total, etc., qui eux sont jamais inquiétés. Quand Alizé et Sacha, qui s'enchaînent au filet de Roland-Garros, font 40 heures de garde à vue assez brutale, il y a une vraie injustice là-dessus. Il y a les gens qui savent pas trop, ou qui ne savaient pas trop, mais qui maintenant savent. Et ceux qui sont dans l'inaction climatique,
même s'ils disent, enfin le greenwashing, même s'ils disent on a compris, on est tous écolos, tout va bien, arrêtez de vous inquiéter les écolos, les éco-terroristes, les éco-totalitaires, on entend quand même de plus en plus de mots très inquiétants, et ça on pourra en parler aussi. Mais du coup, je les mets dans le même camp. Aujourd'hui, il y a plus de place pour la demi-mesure quand c'est la survie de l'humanité, celle de nos enfants dans 30 ans, qui est remise en question. Et ça, c'est un truc, moi si je m'engage aujourd'hui, si je quitte mon travail, si je me mets à plein temps dans cette mission, c'est que je veux qu'on ne puisse plus détourner le regard. Je veux que les personnes qui font mal, qui font contre ou qui ne font pas, sachent pertinemment comment ils seront jugés par l'histoire. Et c'est un truc sur lequel il ne faut pas les lâcher. Il ne faut pas les lâcher. Donc pour moi, oui, c'est le même camp. Et donc non, je ne suis pas très compatible avec Macron et je pense que la plupart de mes camarades non plus. Reporter. Le quotidien d'écologie. Marine Tondelier, comment voyez-vous, qu'est-ce que serait une société écologique ? Vous me remettez dans l'espoir, je vous remercie, parce qu'on était dans le dark side, de les moments un peu... Mais c'est dur de garder ça en tête tout le temps, sinon on a du mal à avancer, mais je pense qu'il faut être très conscient et très lucide sur ce qui nous attend. Une société écolo, pour moi, c'est premièrement une société où les comportements écolos sont valorisés et sont facilités. Aujourd'hui, ça avance trop lentement, mais être écolo, c'est dur. Moi, je peux vous dire, à Hénin-Beaumont, quand j'ai adhéré chez les Verts en 2009, je suis devenue végétarienne en rentrant à l'époque de la COP15. J'étais allée militer avec un covoiturage de jeunes écolos picards. Et donc, on fait les manifs, les trucs. Enfin, vous rentrez de là, vous êtes changé, en fait. Vous êtes transformé. Vous ne pouvez plus jamais retourner à votre vie d'avant. Vous arrivez à un repas de famille en parlant de la fonte de la banquise. On vous répond qu'on s'en fout, on n'est pas des ours polaires. Vous dites, OK, super, moi, je vais continuer. Je deviens végétarienne. En 2009, être végétarien à Hénin-Beaumont, à part la baraque à frites et sans fricadelle, c'était quand même très compliqué. Vraiment, c'était... Même les gens ne comprenaient pas. Je me rappelle d'un repas des aînés où j'étais allée, je dis par contre je suis végétarienne et la personne, mais adorable, me dit « Ah, vous n'en mangez pas de viande, mais vous inquiétez pas, on vous mettra une tranche de jambon. » C'était vraiment, c'était incompréhensible, quoi. Là, maintenant, ça va mieux. Pour faire du vélo, par exemple, c'était pas possible. Il n'y avait aucune piste cyclable. Moi, mon grand-père, qui a 92 ans, se déplace encore en vélo tout le temps, tous les jours, etc. Mais moi, enfin, c'est dangereux, quoi, si je fais du vélo dans cette ville. Et puis, encore jusque maintenant, je vous ai dit que j'étais conseillère régionale des Hauts-de-France. On nous dit de faire des efforts, qu'il faut faire attention, que c'est la crise énergétique. Il y a quelques semaines, on nous a annoncé qu'il y a 140 sillons de TER, 140 sillons, c'est énorme, de TER qui allaient être supprimés. Un sillon de TER, ça veut dire... Ça veut dire, par exemple, le train de 17h09, voilà. Lille-Lens, qui s'arrête à Hénin-Beaumont, qui est celui que mon conjoint prend tous les soirs, par exemple, il n'existe plus. Alors, il disait, oui, mais on n'a pas assez de conducteurs, ça s'appelle des mécaniciens à la SNCF, il n'y a pas assez de mécanos, donc plutôt que d'annuler des trains en dernière minute, on préfère vous dire dès maintenant que ce train n'existe plus. 140 sillons. Et donc, moi, j'habite donc à Hénin-Beaumont, c'est sur la ligne Lens-Lille, qui est l'une des plus foireuses de la région, parce que c'est là où habitent les pauvres, donc c'est celle qu'on traite en dernier. C'est terrible, quoi. C'est-à-dire que les gens doivent reprendre leur voiture quand ils en ont, parce que chez moi, je crois qu'il y a 30% de personnes qui n'ont pas de voiture pour des raisons financières. C'est même pas un choix écolo. Et donc, il y a des gens qui sont en échec dans leurs études, qui se font licencier, qui ont des gros problèmes au travail, qui doivent reprendre leur voiture. Et Hénin-Beaumont-Lille, c'est 30 minutes en voiture, mais à l'heure où tout le monde va au travail, c'est 1h, 1h30. Personne ne fait ça par plaisir. Mais on doit le refaire parce que on est un fichu de proposer un service de TER aux gens. Et donc pour moi, une société écolo, c'est pas une société dictatoriale, on interdit tout et tout ça, mais pour le coup, on permet au moins les comportements écolos. Et puis surtout, c'est une société, ça j'insiste beaucoup là-dessus, parce que là où j'ai grandi, je l'ai compris très tôt, qu'il n'y avait pas d'écologie sans justice sociale, pas de justice sociale sans écologie, et que c'était sûrement pas un hasard si tous les sites les plus dégueulasses, on venait les mettre là. En fait, il faut voir qui pollue. Il faut les donner, les chiffres aux gens. Celui que j'ai noté, c'est que quand on prend les 3 milliardaires français, les 3 plus gros milliardaires français, ils émettent via tous leurs biens financiers plus en CO2, en gaz à effet de serre, que 1/5 des Français. Et c'est pas ce qu'on entend du gouvernement. Quand Emmanuel Macron dit la fin de l'abondance, il s'adresse comme ça à tout le monde. Moi, Hénin-Beaumont, les gens disaient, je sais pas de quoi il parle de nous. Non, quand même, il parlait quand même pas de nous. Abondance, c'est pas pour nous, ça. Et en fait, si, il parlait de tout le monde. Sauf que la réalité, c'est que les milliardaires sont de plus en plus riches. Sur les 6 milliardaires français, je pense que leur fortune a été multipliée par 2 pendant la crise sanitaire. Que les 1% des plus riches émettent 13 fois plus de CO2 chacun que 50% des Français les plus pauvres. Et que, quand on regarde même au niveau mondial, quand on prend les 10% les plus riches au niveau mondial, leurs émissions de CO2, d'ici à 2030, en fait, à elles seules, elles nous font dépasser le niveau requis pour rester au fameux seuil des 1,5 degré. C'est-à-dire que même si 90% fait bien les trucs, ils peuvent rien si on ne change pas le comportement des 10% les plus riches. La société écologique, c'est une société où Qu'est-ce qu'on a fait avec ces 10% ? C'est une société qui est plus juste.
Et comment on fait pour que ces 10% qui ont tous les pouvoirs, qui ont l'argent, qui ont beaucoup de la politique, qui ont les médias, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils ne polluent pas? Et donc, comment on revient à une vraie redistribution des richesses pour avoir les comportements écolos que vous souhaitez? Déjà, je pense qu'on relit le Léviathan et qu'on se dit qu'ils sont debout parce que nous sommes à genoux. Et il n'y a rien qui est inébranlable. Le livre de Hobbes. C'est ça. C'est la fin. J'ai écrit un livre sur ce que c'était qu'être opposante à Hénin Beaumont. Et ça se finit sur cette phrase aussi, parce que je crois profondément que c'est ça. Les gens disent toujours on n'y arrivera pas, ils sont trop forts et tout, mais ils sont debout parce que nous sommes à genoux. Et ils sont beaucoup moins nombreux que nous. Ils ont certes beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, beaucoup de médias, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Et quand on parle de la survie de l'humanité, encore une fois, il faut nommer ses ennemis. Vous feriez quoi par rapport à Bernard Arnault, qui est presque mais c'est pas moi toute seule. Mais je pense que déjà, il faut raconter aux gens. Je pense qu'il faut raconter aux gens le fait que, par exemple, Pouyanné, qui nous donne, donc le PDG d'EDF, qui nous donne des leçons de sobriété, etc., que son jet privé, en un mois, émet autant de... Juste son jet privé, pas tout son mode de vie. En un mois, son jet privé émet ce qu'un Français émet en 30 ans, un Français moyen. Et il faut que les gens se révoltent contre ça. Parce qu'aujourd'hui, on demande à tout le monde de faire des efforts. Alors, le pauvre travailleur d'Hénin Beaumont ou le pauvre étudiant, on va lui demander de faire un effort. En plus, il n'y a plus de train, il doit se débrouiller. Et eux, ils continuent tout comme avant. Et même, ils continuent de s'enrichir, à accumuler. Et les supérieures... Et c'est juste... Il faut que les gens comprennent que ça nous conduit à la faillite. Mais pas à la faillite juste économique, à la faillite de l'humanité. C'est-à-dire que... Enfin, moi, j'imagine toujours des archéologues qui viendront, si ça se termine mal... Et du coup, il n'y en aura pas, mais imaginons une civilisation extérieure qui arrive et qui dit qu'est-ce qui s'est passé sur cette planète, etc. Et ils voient le truc, ils vont dire mais c'était vraiment complètement con quand même. Il y a un truc qui est dingue. Et je pense qu'il faut, avec des mots très simples, alors certains le font qui ne sont pas chez les Verts, mais Cyril Dion, enfin, il y a tout un peuple de l'écologie qui est en train d'essayer d'expliquer ça. Mais il faut démontrer que l'action de quelques-uns inconséquents nous envoie tous dans le mur. Tous. Et que c'est un sujet suffisamment grave pour qu'on s'en préoccupe vraiment. Cette semaine, on vit quand même le passage de cette COP27 qui est un échec cuisant. C'est-à-dire que le gaz, c'est tabou, le pétrole, c'est tabou. Enfin, ça sert à quoi alors ? Ça sert à quoi ? Et ça s'arrête sur un constat d'échec. En gros, pour rester à 1,5 degré, c'est-à-dire pour que la planète reste vivable, il faudrait qu'on ait baissé en 2030 nos émissions de gaz à effet de serre de 35%. On est parti pour faire plus 10. Ça, c'est les chiffres du GIEC. Et donc, on finit sur ce constat tragique qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Il y a des actions de solidarité pour les pays pauvres, et heureusement, mais il n'y a rien pour accélérer un peu le rythme. Et vous sortez de ça, c'est quand même un peu traumatisant quand vous suivez ça de près, et on bascule sur la Coupe du Monde du Qatar. C'est complètement dingue. Et moi, en plus, je vais vous dire, j'aime le foot. Je suis du Pas-de-Calais, je soutiens le RC Lens depuis forever, les 100 et or, tout ça. J'adore l'ambiance des stades, j'adore le sport. Mais j'ai même plus envie de regarder. C'est pas un truc où je me dis c'est trop la honte de regarder, je me l'interdis. C'est vraiment je peux plus prendre du plaisir à regarder des stades traumatisés, des stades climatisés, ça me traumatise. De me dire mais on est en train de se poser la question de survie de l'humanité et on fait ça. Et l'Arabie Saoudite et les Jeux Olympiques et tout en fait. Il y a un truc fou et je sais pas à qui il faut le dire. Je sais pas. Il y a pas juste un responsable, c'est ça le problème. Mais à un moment, il faut qu'il y ait un peuple de l'écologie qui se fédère, qui entre en action, pas juste en France. Il y a eu des grands moments comme ça à Seattle. J'ai l'impression que là, on est tellement dans l'éco-anxiété aussi qu'on a du mal, en fait, à... Tout ça est tellement énorme. Il y a un truc de sidération, en fait. Il faut qu'on arrive à dépasser cette sidération pour être à la hauteur, en fait, des ambitions qui sont les nôtres. On travaille beaucoup, nous, chez les Verts, avec les Verts européens, les Verts mondiaux. Il faut qu'on arrive à réorganiser ça, parce que j'ai l'impression qu'en face, ils sont beaucoup plus organisés que nous. Est-ce que ça passe pas par ce qu'on appelait l'alliance de la gauche, qui est compliquée puisque maintenant il y a les écologistes et donc on a compris l'alliance des écologistes et de la gauche, vous voulez dire. Oui, voilà, mais en même temps, on a compris depuis que vous êtes passé au CP à 5-6 ans que vous étiez de gauche, c'est-à-dire très soucieuse de justice sociale. Et maintenant, on a compris... Plus de beaucoup qui s'en revendiquent. Voilà, depuis longtemps que justice sociale et écologie étaient indissociables. Mais très concrètement, est-ce que c'est pas... Comment ça va se faire, cette alliance de la gauche ? Parce que le peuple écologiste, tout seul, j'ai l'impression qu'il va pas y arriver tout de suite. Et là, on est dans un contexte politique où ça a été quand même la bonne nouvelle, la NUPES, en France, en juin 2022. Comment est-ce que vous projetez cette alliance de la gauche qui n'est pas tout à fait simple non plus ? Alors moi, tout comme je prends pas de leçon de radicalité, j'ai rien à prouver sur la NUPES, parce qu'en fait, j'ai toujours travaillé en format NUPES. Mon territoire s'y prête particulièrement. Au municipal, j'ai conduit une liste qui allait de la France insoumise aux gaullistes sociaux. Donc je sais travailler large, en équipe. Au régional, dans les Hauts-de-France... Nous sommes aussi la seule région qui a construit l'Union de la gauche. Et donc tout ça,
En fait, ça me paraît assez évident. Tout comme au législatif, ce qu'on a fait, ça me paraissait assez évident. C'est un succès dans le sens où on a 22 députés écolos, 23 même, ce qui est le plus gros groupe de l'histoire de l'écologie politique à l'Assemblée. On aimerait les entendre plus. Ils travaillent beaucoup, mais en ce moment dans les médias, c'est juste les dérapages. Donc si vous faites pas un salut nazi ou si vous insultez pas un propos raciste, vous insultez la mère de quelqu'un, on ne parlera pas de vous. C'est très dommage quand même ce système médiatique. Mais c'est quand même la NUPES un succès relatif. Jean-Luc Mélenchon n'est pas Premier ministre. S'il y avait une dissolution aujourd'hui ou demain, je pense, spoiler alerte, qu'il ne le serait pas non plus. Moi, j'ai pas de souci à se dire qu'il faut continuer à travailler. Je pense qu'il faudra d'ailleurs une suite de la NUPES. Notre motion dans le congrès ELV s'appelle la suite pour ELV, mais je pense qu'il faudra aussi une suite de la NUPES parce que sur la gouvernance, sur la manière dont ça s'est monté un peu à la va-vite, il y a plein de choses à revoir. Je pense que cet espace de discussion, il a le mérite d'exister, mais qu'il faut pas que toute l'énergie des écologistes aille là-dedans. Je m'explique. Je pense qu'il faut qu'on cultive notre jardin. Alors c'est très voltairien, c'est sûrement une phrase qui va bien aux écolos et Fabien Roussel ou Olivier Faure ou Jean-Luc Mélenchon devront trouver d'autres mots pour chez eux qui leur vont mieux, chacun choisira son expression. Mais quand je dis qu'il faut qu'on cultive notre jardin, je veux dire que l'objet social de la prochaine direction d'Europe Écologie Les Verts, c'est pas de passer son temps à discuter avec la NUPES. Bien sûr qu'il faut le faire, on l'a toujours fait. Bien sûr qu'il faut aller manifester ensemble contre les retraites, on l'a déjà fait. Quand j'étais responsable des jeunes écolos, on a passé notre temps avec Hugo Bernalicis, etc., à manifester ensemble à Lille parce qu'on était étudiants ensemble et que déjà on manifestait ensemble. Ça va continuer. Et sûrement que des partis qui étaient un peu chacun dans leur coin ont appris à rediscuter, à retravailler ensemble, il faut que ça continue. Mais si nous, direction d'Europe Écologie Les Verts, on ne met pas les 6 prochains mois dans des états généraux de l'écologie, dans la refondation de notre parti avant l'été, dans la fondation de ce grand mouvement d'écologie politique, alors on n'aura servi à rien. Et je pense que chaque mouvement doit s'occuper de lui, parce que la NUPES est une coalition de 4 partis, et que jamais la NUPES ne sera plus forte qu'elle n'a été en juin 2022, si chacun des 4 partis ne cultive pas son jardin. Donc quand je vous dis que je veux travailler en priorité sur ce parti écolo, c'est pas un truc d'autarcie, c'est pas non plus un truc d'hégémonie, mais je pense que c'est ce qu'on a mieux à faire, et pour l'écologie, et pour la gauche, et pour la France. Marine Tondelier, merci. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/dons. Reporter. Le quotidien de l'écologie.